Araba faisait partie des porte-paroles du camp de Gdémizik auprès des étrangers qui avaient l'occasion qui voulaient venir voir ce qui se passait dans ce magnifique mouvement pacifique de Gdémizik. Et le 7 novembre 2010, c'est-à-dire le lendemain du 6 novembre, alors je rappelle le 6 novembre que c'est l'anniversaire de la Marche verte, où il avait fait un tract qui défendait l'autodétermination du Sahara occidental, anniversaire où le roi avait fait un discours extrêmement violent. Donc le 7 novembre, il est parti pour l'Aïoun pour accueillir Jean-Paul Lecoq, le député communiste qui venait marquer sa solidarité avec le peuple sahraoui. Et donc à 20h, ce jour-là, le 7 novembre, il était chez son camarade, qui a témoigné d'ailleurs à son procès après. D'ailleurs, il m'a téléphoné à ce moment-là. Je me souviens très bien, c'était vers 20h le 7 novembre, où il m'a dit que la maison où il était encerclée par les forces de sécurité marocaines et qu'il pensait bien être arrêté. Et effectivement, il a été arrêté quelques minutes après, puisque quand on a essayé de le rappeler, il n'a plus répondu. Donc il a été enlevé, et c'est pourquoi il a été enlevé, c'est parce que le lendemain matin avait lieu le démantèlement par la force du camp de Gdémizik. Et cependant, bien qu'il n'ait pas été présent le 8 au matin, et donc qu'il n'ait pas pu faire ce dont il est accusé, c'est-à-dire l'assassinat de 11 membres, d'après les Marocains, de 11 membres des forces de l'ordre marocains, c'est ce dont il est accusé. Il est accusé d'être l'instigateur de ces faits criminels. Donc lui, il était arrêté depuis la veille, et tout le monde le sait, et il a disparu pendant 5 jours. Ça a été les plus longs jours de ma vie. Et je pense toujours à ceux qui vivent cette disparition année après année. Moi, ça n'a duré que 5 jours, mais ça a été très très long, puisque vu la violence qui s'est déchaînée le lundi au matin, je me suis dit probablement il avait été tué. Or, il a réapparu le jeudi, 5 jours après, au tribunal de l'Aïoun. Et là, il est apparu torse nu, en short, et le corps couvert d'échymose. Et il n'a pas eu le droit de voir ses avocats. Et il a été transféré avec 6 autres camarades vers la prison Zaki de Salé. Moi, j'y suis allée dès que j'ai pu, le 9 décembre. Ça reste un souvenir traumatique pour moi. Et je l'ai vu 5 minutes. Il était très très diminué et plus de lunettes, puisque ses lunettes sont cassées chaque fois qu'il est arrêté. Et surtout, il m'a dit où sont mes camarades, qui a été arrêté, et je lui ai donné une liste. Il a dit ils ont tous été arrêtés, ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas été mis en contact dans la prison alors qu'ils étaient dans la même prison. Donc voilà, j'ai trouvé là une personne qui avait subi la torture et qui avait beaucoup changé. Et ensuite, je n'ai pu le revoir qu'en février. Le hasard a fait que c'était les vacances. J'y suis allée pendant des années, pendant les vacances scolaires, parce que je suis professeure. Et là, en février, ça tombait la semaine du 20 février, qui est considérée comme la semaine du printemps arabe au Maroc. La semaine du 20 février. On parle toujours de la révolte du 20 février, où énormément de jeunes ont eu le courage de manifester et ont été mis en prison. Ce qui n'a plus eu lieu depuis d'ailleurs. Et là, ma foi, on s'est battu, ils ont fait plusieurs grèves de la faim pour demander leur jugement. Et finalement, le jugement a eu lieu 28 mois après, ce qui est quand même très long et hors de toute loi, même marocaine. Ils sont passés devant un tribunal militaire des forces armées royales marocaines, à Rabat, et alors qu'ils sont des civils. Donc c'était un procès qui n'aurait pas dû avoir lieu devant un tribunal militaire, mais enfin c'est comme ça. Il y a eu énormément d'observateurs qui étaient là, et on n'a jamais administré de preuves, il n'y a pas de flagrant délit. Même les noms des victimes n'ont pas été dévoilés.
Et on a montré des armes et des téléphones comme pièces à conviction qui n'avaient pas aucune valeur de preuve, mais c'est ça qu'on a montré. Et puis finalement, ils ont été condamnés uniquement sous les aveux obtenus sous la torture, qui ne sont pas des preuves selon le droit international. Voilà, ils ont été condamnés à des peines allant de 9 ans, de 20 ans à perpétuité. Et Nama a été condamné à 30 ans. Donc après ce procès, qui vraiment montrait que c'était des prisonniers politiques, puisque de toute façon il n'y avait aucune preuve, et puis Nama le premier n'était pas présent dans les camps au moment où ça s'est passé, et d'autres, comme d'autres parmi les prisonniers de Gdeimzik, n'étaient pas dans les camps non plus, et d'autres étaient déjà à l'hôpital. Et en fait, il n'y a pas eu de témoins qui sont venus témoigner de rien. Sauf Salmoni qui a dit que Nama a été arrêté dans sa maison la veille, mais les autres témoins n'ont pas eu le droit de parler. Et puis, ce procès s'est voulu exemplaire, justement, pour bien montrer qu'on ne pardonne pas à ces Sahraouis qui ont été vraiment traités de criminels. Il y a eu des vidéos terribles qui sont sorties et qui continuent de tourner d'ailleurs, et qui fait que les Marocains, quand on parle des Sahraouis, ils vous disent, y compris mon boulanger, ils vous disent que les Sahraouis, c'est normal, ce sont des criminels. Donc on a vraiment criminalisé le peuple sahraoui alors que c'était un rassemblement entièrement pacifique. Alors au lendemain de la condamnation, avec l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, nous avons commencé de monter un dossier de plainte devant le comité contre la torture de Genève. Donc ça a pris beaucoup de temps, ça prend toujours beaucoup de temps. Et encore, à l'époque, on pouvait téléphoner assez facilement avec Nama, et il parle français, ce qui était quand même plus facile, et pour recueillir son témoignage de tout ce qu'il avait subi. Donc ça, et on a déposé la plainte en février 2014. Et en même temps, on a déposé la plainte au pénal devant les tribunaux français contre le directeur de la DST, M. Hamouchi, puisque c'est dans les mains de la DST que Nama a été torturé les 5 premiers jours quand il a été enlevé. Et il se trouve que le jour même où la plainte était déposée, M. Hamouchi était en visite à Paris, et donc le président du tribunal a envoyé les gendarmes à la résidence de l'ambassadeur de Maroc en France pour interroger M. Hamouchi. Donc ça a été vraiment un cataclysme pour le Maroc, cette affaire-là. Le roi a téléphoné à M. Hollande qui n'en pouvait mais, il n'était sûrement pas au courant, et ça a valu 1 an de brouille entre le Maroc et la France, qui n'était jamais arrivé. Et tout ce temps-là, aucun mouvement judiciaire n'a pu avoir lieu dans nos pays, alors qu'il y en a énormément. Et finalement, il a fallu que Mme Guigou, garde des Sceaux, fasse changer les conventions judiciaires entre le Maroc et la France, malgré l'avis du Haut Conseil des droits de l'homme français, et puis aussi que M. Hollande donne une décoration à M. Hamouchi pour que les choses rentrent dans l'ordre. Donc on voit que cette crise a été encore un sujet supplémentaire contre Nama et contre moi, puisque j'étais celle qui avait porté plainte au nom de Nama en France. Et en France, eh bien, nous avons été déboutés, mais nous avons fait appel, et en appel, nous avons gagné. Mais en cassation, nous avons perdu. Donc c'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits et qui a montré comment la France est tributaire du Maroc et qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, même en France, et ça a continué vis-à-vis de moi toutes ces années ensuite. Alors après, justement, cette plainte déposée en février 2014 a fait son chemin, et en 2016, le Maroc était très inquiet du fait que le comité contre la torture devait rendre son jugement.
Et pour essayer de montrer patte blanche, eh bien, le 27 juillet, la Cour de cassation marocaine a cassé le procès de 2013 et a dit qu'il y aurait un procès en appel devant le civil qui a été lancé le 26 décembre, date bien choisie, 2016 donc. Et entre-temps, malgré ça, le Comité contre la torture a condamné le Maroc pour torture sur Nama. C'était la première fois que le Maroc était condamné et ça a été un coup dur pour l'image du Maroc qui se voulait parfait, qui même encourageait d'autres pays à ratifier les conventions contre la torture que lui a toutes ratifiées et qu'il n'applique pas bien entendu jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à cette époque aussi, en octobre 2016, que j'ai été expulsée pour la première fois. Donc on voit bien la corrélation entre ces événements où nous avons fait jouer le droit international et la façon de nous traiter, Nama et moi. Il y a eu donc le nouveau procès qui a démarré en décembre 2016 et qui a duré jusqu'en juillet 2017 avec 7 audiences, 9 mois de procès, 7 audiences qui voulaient épuiser les familles qui venaient soutenir leurs prisonniers alors qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la salle, comme au premier procès d'ailleurs, et aussi épuiser les finances, puisque nous avons décidé en décembre 2016 d'envoyer des avocats français, ce qu'on n'avait pas fait pour le premier procès. Au premier procès, il y avait des avocats, mais c'était des observateurs. Cette fois, nous avons proposé que des avocats français viennent plaider. Nous l'avons décidé en lien dans les bureaux de la CAT, en lien avec les avocats sahraouis qui étaient venus travailler avec nous. Nous avons décidé de demander à des avocats français de plaider parce qu'on allait plaider le droit international humanitaire, c'est-à-dire celui des conventions de Genève, les droits de la guerre, que les avocats sahraouis ne pouvaient pas faire sous peine d'être arrêtés, puisque au Maroc, la question sahraoui est une question hors la loi. Vous savez qu'au Maroc, il y a 3 sujets tabous, le roi, la religion et le Sahara. Et si nous parlons du Sahara, nous sommes hors la loi et donc nous risquons la prison. Donc finalement, ce sont 3 avocats français qui sont partis là-bas, maître Metton, maître Bréham et maître Ouled, et qui ont pu décrire les conditions inadmissibles dans lesquelles se sont déroulés toutes ces 9 mois de procès. Mais ils ont pu parler de torture, même si la traduction coupait ce mot. Ils ont pu parler de territoire occupé, de puissance occupante, c'est-à-dire mettre les vrais mots sur la situation, mots qui n'avaient jamais été utilisés. Autant ces mots sont utilisés pour les Palestiniens, autant pour le Maroc, ce n'étaient pas des mots qui étaient utilisés. On parlait de puissance administrante de facto, qui n'est pas un terme juridique qui existe. Et s'il y a une puissance administrante, c'est bien l'Espagne, qui n'a toujours pas réglé la question de décolonisation quand elle est partie en 1975. Et en tout cas, le Maroc est bien une puissance occupante et le Sahara occidental est bien un territoire occupé. Et les prisonniers politiques auraient dû être jugés en territoire occupé et selon la loi coutumière sahraouie, ce qui n'a pas été le cas. Et les prisonniers politiques devraient être emprisonnés en territoire occupé près de leur famille, ce qui est toujours une de leurs revendications d'ailleurs. La justice marocaine a accepté de faire des examens auprès des prisonniers qui le voulaient pour voir s'ils avaient été torturés. Donc 6 ans après ou 7 ans après, c'était un petit peu tard, mais en fait ces examens ont été faits dans de très mauvaises conditions. Ce n'est pas du tout selon les conventions d'Istanbul, mais quand nous avons fait faire des contre-expertises de ces examens médicaux, il a été, alors que le rapport
fait par les médecins marocains disait que les traces qui avaient été observées n'étaient pas celles de torture, la contre-expertise que nous avons faite a bien conclu que toutes ces traces ne pouvaient avoir été faites que par des coups de bourreaux. Donc ces éléments sont très importants, évidemment, parce que nous avons en main ces rapports. Mais le procès poursuivait son cours dans des conditions très difficiles. Le juge, de plus en plus exaspéré, parce que finalement ce procès qu'il voulait exemplaire et montrer à la face du monde qu'il faisait bien les choses, lui échappait, et que déjà on avait parlé de torture, déjà on avait parlé de territoire occupé. Ensuite, petit à petit, tout le monde a vu qu'il n'y avait pas plus de preuves pour ce procès que pour l'autre procès, et qu'il n'y avait toujours pas de flagrant délit. Ils ont même fait venir des témoins qui ne connaissaient même pas les prisonniers, ne pouvaient même pas les reconnaître. Enfin, c'était une grande mascarade, et peu à peu, les prisonniers en ont eu assez et ont dit à leurs avocats de se retirer. Ce qu'ils ont fait, et le jour même du retrait des avocats sahraouis, le hasard a fait que les avocates françaises sont arrivées aussi pour annoncer au procès qu'elles se retiraient. Et là, on ne leur a pas laissé la parole et on les a même expulsés du tribunal de manière violente. Il y a une dizaine de gendarmes qui les ont pris et qui les ont sortis manu militari en frappant l'une d'elles, qui a eu 8 jours d'ITT. Et comme dit Nama, toute la violence latente contre les prisonniers s'est reportée tout d'un coup contre les avocates françaises qui, passant devant l'avocat qui était le président du barreau parisien, mais qui était venu pour les victimes marocaines, passant devant lui, elles lui ont dit « Mais maître, vous ne dites rien ». Et il a tourné la tête. Donc ça veut dire que même là où il aurait dû défendre ses consoeurs, il n'a pas bougé. C'est vous dire l'emprise des Marocains sur certains observateurs qui étaient venus. Donc c'est comme ça qu'ils ont nommé Maître Repiquet. Qu'on lui fasse de la publicité, qu'on sache de qui on parle. Et donc, finalement, le procès a encore duré 2 mois, avec des avocats commis d'office et les prisonniers refusant d'entrer dans la salle. Donc tous les jours, ils étaient sortis de la prison, mais ils restaient dans la cour. Et je dois dire que ce deuxième procès, ils étaient aussi enfermés derrière des vitres, comme des affreux criminels, ce qui n'avait pas été le cas au premier procès militaire. Donc ce procès au civil, qui se voulait être un procès exemplaire, s'est révélé du bout en bout une véritable mascarade et a montré la vraie nature de la justice en ce qui concerne les Marocains. Et je dois dire que c'était la période aussi de la révolte du Rif, en mai, juin, juillet, où les Rifins qui était aussi une révolte pacifique, ont été très maltraités et ont été condamnés à des peines très lourdes. En tout cas, la condamnation des Sahraouis a été la même que celle précédemment, c'est-à-dire de 20 ans à perpétuité. Cette condamnation a été confirmée en cassation en novembre 2021. Donc le dossier n'est plus désormais est clos, donc il n'y a plus qu'une décision politique qui pourrait aboutir à la libération de tous ces prisonniers, dont toute l'histoire montre qu'ils sont bel et bien des prisonniers politiques et qu'ils n'ont pas commis les crimes pour lesquels ils sont en prison et pour lesquels ils ont déjà payé depuis 11 ans toute cette mascarade montre bien comment Gdei Mizik n'a pas été pardonné par les autorités marocaines, mais finalement, c'est quand même cette manière de faire de la justice marocaine se retourne aussi contre le Maroc, puisque tout le monde a vu, tous les observateurs ont pu voir, et tous les grandes ONG internationales, Human Rights Watch,
la FIDH, l'AMDH, l'Association marocaine des droits de l'homme et puis Amnesty International ont condamné régulièrement pendant ces 9 mois cette mascarade de ce procès des prisonniers de Gdémizik. Alors, après cette condamnation donc, du 17 juillet, moi, dans ma grande naïveté, je pensais qu'on allait leur ficher la paix. Eh bien, pas du tout, puisque le 15 septembre, le week-end du 15 septembre, tout d'un coup, ils ont disparu. Et pendant 36 heures, nous n'avons aucune nouvelle d'eux. Et en fait, il a été procédé à leur dispersion dans 7 prisons du royaume. C'est-à-dire que là aussi, grande décision politique, ça a été de casser le groupe de Gdémizik, ce groupe qu'ils avaient vécu pendant donc de 2010 à 2017, pendant 7 ans. Ils avaient formé le groupe de Gdémizik se protégeant mutuellement et s'encourageant mutuellement. Et tout d'un coup, ça n'a plus été le cas. Et j'ai toujours en tête le témoignage de Nama disant son désarroi, parce que c'est le seul qui est resté dans la prison Zaki, et qu'il a perdu tous ses camarades sans qu'on sache où ils avaient été mis. Et donc ça s'est passé dans de très mauvaises conditions, on ne leur avait pas pris leurs affaires, on ne leur avait pas donné leur couverture, et ils ont été très mal accueillis dans toutes les prisons où ils ont été envoyés, puisqu'ils ont été accueillis comme des criminels qu'ils étaient, puisqu'ils venaient d'être condamnés. Donc c'était bien des criminels, donc maltraités par les directeurs, maltraités par les autres prisonniers marocains, et ça a été une période extrêmement compliquée. Et depuis, en fait, leurs conditions sont très mauvaises. Ils n'ont pas de suivi médical, ils n'ont pas le droit aux grandes cours de promenade, ils n'ont pas le droit aux salles de sport, pas le droit à la bibliothèque, et puis pas le droit de continuer leurs études, pas d'accès à la santé de manière, alors qu'ils sont de plus en plus, certains sont dans très mauvais points suite à la torture, mais aussi suite à tous ces mauvais traitements, et aussi par le fait qu'ils font très souvent des grèves de la faim, parce que c'est leur seule manière c'est leur seul pouvoir qu'ils ont pour montrer leur détermination, c'est de faire une grève de la faim, c'est-à-dire encore affaiblir leur corps. Et donc les représailles sont constantes. Par exemple, il y a ceux qui sont à Tiflet 2, qui est une prison disciplinaire. Ils ont été mis à l'isolement 23 heures sur 24 pendant 3 ans. Et il y en a un parmi eux, Mohamed Lamine Hadi, qui a fait 69 jours de grève de la faim début 2021. Nous avons eu très peur. Nous n'avons pas de nouvelles de lui d'ailleurs depuis qu'il a été nourri de force. Sa maman qui était allée le voir n'a pas eu le droit de le voir. Donc ils sont vraiment traités de manière extrêmement violente et très humiliante. Régulièrement, il y a des fouilles qui sont faites de leurs cellules. Bon, on les lâche pas, quoi. On les laisse pas vivre. Et malchance générale, le Covid n'a rien arrangé, puisque maintenant, ça fait 2 ans qu'ils n'ont plus eu de visite du tout, plus eu de visite familiale. Donc moi, pendant ce temps-là, j'ai continué d'essayer d'aller voir Nama, donc j'ai été expulsée, comme je vous l'avais dit, en octobre 2016, puis en février et en mars 2017, ce qui fait que je n'ai pas pu participer au procès. Et j'ai attendu avril 2018 pour y retourner encore une fois. Et là, j'avais décidé que si je n'entrais pas, je ferais une grève de la faim. En fait, pour faire pression sur les autorités françaises, pour leur demander de garantir mon droit de visite auprès de Nama. Ce n'était pas du tout pour demander l'autodétermination du peuple sahraoui, mais bien en direction de mon droit d'épouse à aller voir mon mari en prison. Parce que, évidemment, si mon mari était en prison pour pédophilie, pour trafic de drogue ou pour violence, j'aurais le droit d'aller le voir. Mais comme il est sahraoui et qu'il est là-bas pour l'autodétermination du peuple sahraoui, je n'ai pas le droit d'y aller. Et
petit à petit, évidemment, tout le monde s'est mobilisé autour de moi, bien que je n'ai pas fait les 20 heures des grandes chaînes. Il y a quand même France 3 qui est venu. Et c'est Jean-Paul Lecoq qui, le 15 mai, a posé une question à M. Le Drian, dans la journée des questions au gouvernement, pour demander à Le Drian qu'est-ce qu'il comptait faire pour que je puisse voir mon mari. Donc M. Le Drian s'est engagé à ce que je puisse aller voir Nama, donc j'ai arrêté ma grève de la faim, mais ça n'a pas été si facile puisque l'ambassade de Maroc en France tient la dragée haute au gouvernement français, et donc il a fallu attendre presque 8 mois après, puisque ce n'est seulement qu'en janvier 2019 que j'ai eu le droit d'y aller. Et moi, je ne suis pas convaincue que ce soit grâce aux Français, bien que ce soit eux qui m'aient prévenu que j'allais pouvoir y aller le 26 décembre, ils m'ont téléphoné, mes parents en avaient la larme aux yeux, que je puisse aller voir Nama sous les auspices du Conseil national des droits de l'homme, donc cette instance créée par le roi, et qui devait s'occuper de ma visite au Maroc. Mais entre-temps, j'ai eu des reproches du personnel du ministère des Affaires étrangères, puisque les Marocains ont reproché au ministère des Affaires étrangères le fait que j'osais parler dans la presse, que j'avais fait une interview à la Deutsche Welle en Allemagne au cours d'une mission que j'avais fait en septembre, et que ça, c'était pas admissible, et que j'ai été, poursuivie, pourchassée à Strasbourg le 2 décembre 2018, où je faisais une intervention invitée par l'ACAD dans une église, l'église du Temple Neuf de Strasbourg, et où là, un commando de jeunes Marocains était présent, envoyé par le consulat du Maroc de Nancy, et m'a empêché, en hurlant, m'a insulté et m'a empêché de prendre la parole. Donc cette soirée s'est terminée en queue de poisson. Et ils ont même osé téléphoner le lendemain à l'évêché de Strasbourg pour dire que Madame Mangin disait du mal du Maroc dans une église et dans une abbaye, parce que j'avais aussi parlé le samedi après-midi dans une abbaye. Donc voilà la façon dont les Marocains me traitent en France. Et il y a eu d'autres épisodes avec Pegasus, que je pourrais aussi vous raconter. En janvier 2019, j'ai pu effectivement aller au Maroc. J'ai eu droit à 2 visites de 1 heure chacune, le lundi et le mardi, 14 et 15 janvier. Mais j'ai été très mal traitée par le reste du temps, par les innombrables hommes de main du régime qui m'ont poursuivi de toutes sortes, à pied, en vélo, en moto, en voiture, habillés en casquette ou en costume. Ils étaient tous là, complètement sur surveillance, comme jamais, et de manière visible, j'ai toujours été surveillée, mais là, c'était vraiment de manière très ostensible. Et le pire, c'est qu'ils m'ont dénoncé auprès du MAE, comme quoi j'avais vu 2 personnes, c'est-à-dire qu'effectivement, j'étais allée voir le Sahraoui qui s'occupe des familles, que je connaissais bien évidemment depuis toutes ces années où j'y allais, entre 2010 et 2016, et un des membres du bureau de l'Association marocaine des droits de l'homme, que le régime marocain a beaucoup de mal à faire taire, il n'arrive pas à faire taire. Donc j'ai rencontré ces 2 personnes, et bien ils ont téléphoné à M. Fourrière, le diplomate en charge du Maghreb au ministère des Affaires étrangères français, qui m'a téléphoné pour me le reprocher. Donc j'avais bien compris que cette visite ne marquait pas du tout la normalisation de ma présence au Maroc. Et donc quand j'y suis retournée en juillet 2019, j'ai été expulsée pour la 5e fois. Et là, comme le droit marocain m'y autorise, j'ai fait un recours devant le tribunal administratif, j'ai pris une avocate que j'ai payée, et la conclusion du tribunal a été de dire que je ne pouvais pas
revenir au Maroc parce que j'étais un trouble à l'ordre public et un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de l'État. 2021 a été une année encore assez rude pour moi, en tout cas le mois de juin-juillet, puisque en juin j'ai été contactée par Élodie Guéguen, une journaliste de Radio France Investigation, qui faisait partie du consortium de 17 médias qui ont documenté, qui ont enquêté sur Pegasus. Ils ont fait une enquête assez longue, elle a commencé dès 2013-2014 avec des journalistes, en particulier des journalistes marocains. Et mon téléphone, il suspectait que mon téléphone ait aussi été infecté. Ce qui s'est révélé le cas, puisque je l'ai envoyé à Amnesty International Berlin, où il a été analysé, et il s'est révélé que j'ai reçu le relevé des 128 connexions qui ont été faites entre le 8 octobre 2020 et le 7 juillet 2021. Et quand j'ai croisé avec mon agenda, je me suis rendu compte que ce 8 octobre, comme par hasard, j'avais téléphoné, enfin nous avions été en contact téléphonique avec Maître Joseph Bréham, notre avocat, et que c'est probablement au cours de cette conversation téléphonique que mon téléphone avait été inspecté. Et comme vous le savez, cette infection est extrêmement puissante, puisqu'ils peuvent avoir accès à tout, aspirer tout, y compris les photos, les pièces jointes, tout, et donc sous leur contrôle.